Bon, je dis quelques mots tout de même en attendant que la machine redémarre. Nous allons inaugurer le séminaire aujourd'hui et j'ai invité une série de conférenciers autour de ce thème des œuvres tardives, des œuvres dernières. Et bon, il me semblait que c'était opportun de commencer avec Chateaubriand. Vous avez compris qu'il est important dans cette histoire et que les textes des Mémoires d'outre-tombe et de la vie de Rancé sont capitaux. Et c'est pourquoi nous allons écouter aujourd'hui Jean-Christophe Cavalin, qui nous fait le plaisir de venir de l'université d'Aix-Marseille, où il est professeur et qui a écrit de nombreux ouvrages sur Chateaubriand depuis sa thèse qui portait sur les Mémoires d'outre-tombe et sur la poétique des Mémoires d'outre-tombe. Et depuis, il a écrit donc beaucoup sur Chateaubriand. C'est l'un des grands spécialistes de Chateaubriand aujourd'hui. Alors je sais qu'il a changé son titre, le titre annoncé, je ne vais pas répéter le titre annoncé, et je le laisse annoncer le nouveau titre, qui est certainement là, et avec en plus le déluge derrière, dans ce qui a l'air d'être une meilleure reproduction que celle que j'ai trouvée sur le site du Louvre, en plus. Vous avez compris qu'il va y avoir donc, j'imagine, une certaine unité entre nos propos, que ce ne sera pas... qu'on va continuer avec le déluge. Merci. Je remercie Monsieur Compagnon de m'avoir invité à parler dans le cadre de ce cours de sujet si beau. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai plus parlé de Chateaubriand en public, au moins une quinzaine d'années, et je suis extrêmement ému de le faire ici ce soir devant vous, devant beaucoup d'amis et pour Monsieur Compagnon. Roland Barthes, à propos de la vie de Rancé, a parlé d'une poétique de l'anacolute, c'est-à-dire de la rupture de construction ou de l'absence de suite syntaxique ou logique. Akolutos, en grec, c'est le compagnon, celui qui fait suite, celui qui accompagne. Et anakolutos, avec le A privatif, c'est le statut de l'ambassadeur ou du dignitaire qui voyage sans suite, qui voyage non accompagné. Il se trouve que c'est le statut historique du Chateaubriand après 1830, le Chateaubriand de la quatrième partie des Mémoires, ambassadeur d'une monarchie en exil, parcourant les routes de l'Europe du Nord avec un passeport sans signalement, sans suite, non reconnu, enfin, par les polices d'Europe. D'où l'épigraphe que j'ai choisi pour ce séminaire, d'une lettre à Hortense Allard, qui a été l'objet de la dernière liaison de Chateaubriand, avec cette idée très très belle, à part le duel avec la vieillesse, qui est une très belle image, j'écarte tout ce qui veut me suivre. Cette idée que Chateaubriand veut ne pas être suivi ou veut ne pas avoir de suite. Et il entre dans la vieillesse et il veut être anakolutos, être un terminus, une espèce de chose qui ne donnera pas suite. Dans le style tardif de Chateaubriand, donc M. Compagnon a bien introduit la chose, dans le style tardif de Chateaubriand, il y a un jeu entre liaison et déliaison, comme le prouve la lettre, et liaison avec Hortense Allard, et désir de déliaison, désir de non sequitur affectif, etc., désir d'être laissé seul. Et ce jeu entre liaison et déliaison, justement, n'est pas du tout dialectique dans le style tardif de Chateaubriand. C'est au contraire une espèce de dialectique bloquée. Freud écrit dans un très beau texte, parle dans un très beau texte du retour terrible de la libido chez l'homme après la 60e année. Il y a quelque chose chez Chateaubriand qui ressemble à cette glorieuse débâcle du retour des pulsions non liées, cette glorieuse débâcle d'un sujet et d'une langue en état de déliaison. Et ça sera à propos toute ma présentation sera à propos de ça, et le style tardif de Chateaubriand comme le style de toutes les inconséquences, les non sequitur. Dans les 15 dernières années de la vie de Chateaubriand, son entourage s'inquiète beaucoup des additions tardives dont il surcharge de textes des mémoires. M. Lenormand
regrette que l'on n'ait pas confisqué le manuscrit du récit de sa jeunesse à Chateaubriand au moins une vingtaine d'années avant sa mort. Le comte d'Estourmel écrit dans ses souvenirs « Malgré le pénible état où nous le voyons réduit, l'auteur de la vie de Rancé s'obstine à retoucher les mémoires. » On remarque l'absence de possessif. Les mémoires, ce sont les mémoires du grand écrivain qui a écrit Les Martyrs et Le génie du christianisme, et ils sont tombés entre les mains, entre les griffes presque, du vieux gribouille atrabilaire qui a bâclé la vie de Rancé. Le vieux Chateaubriand, c'est vrai, s'acharne sur son texte, il ne peut pas le lâcher. Il fait même le rêve de ressusciter à l'heure des fantômes pour en corriger les épreuves. Marie-Jeanne Dury, dans un très beau texte cité par M. Compagnon, évoque l'obstination du génie, l'acharnement vers la perfection qui penche un moribond sur un manuscrit immortel. La vieillesse de Chateaubriand, c'est une forme de vampirisme par lequel le mourant, pour essayer de prolonger sa vie, siphonne la sève immortelle de son texte. Le comte de Marcellus, qui a très bien connu Chateaubriand, relève 3 indices de la dernière main de Chateaubriand. Ces 3 indices sont 3 abus, 3 défauts qui sont 3 abus. Le premier, un abus d'antithèse forcée, une érudition oiseuse qui multiplie les parallèles, les allusions historiques, fruit d'une retouche suprême des mémoires, cette recherche de l'antithèse, cette incohérence des allusions, toute l'érudition, etc. Le deuxième défaut est celui d'un abus de satire. Accès d'ironie rageuse, jugement amer contre la petitesse des hommes, la médiocrité de l'époque, la vanité de l'existence, la sottise des Bourbons en exil. Bon, je ne cite pas la phrase de Marcellus. Et un troisième abus, très connu à l'époque, ces nombreux néologismes, latinismes, archaïsmes et autres audaces lexicales qui prolifèrent dans les mémoires à partir de 1830 et qui feront dire à Georges Sand, à la lecture des mémoires, « Mon Dieu, mais c'est du breton ». Et à Sainte-Beuve, c'est du bas breton. En lisant le tableau à charge de Marcellus, il est tentant de rapprocher cette sprezzatura, cet autocratisme d'un vieil artiste qui a dépassé l'art et habite désormais la région de l'arbitraire royal, de ce qu'Adorno écrit des rapports entre subjectivité et style tardif dans les dernières œuvres, en particulier la musique de chambre de Beethoven. Adorno définit le style tardif non pas dans les termes d'une sérénité olympienne ou d'une sagesse longuement acquise, mais au contraire dans les termes d'une catastrophe, dont parlait M. Compagnon. La maturité du génie représente l'harmonie, la concordance entre la liberté du principe créateur et des formes qui s'objectivisent, si vous voulez, dans des formes de l'art, dans des formes réglées de l'art régulier. Le style tardif ruine cette harmonie souveraine de la subjectivité artistique et du langage formel de l'art. L'approche de la mort confronte la subjectivité à la singularité de son destin. Le sujet sait qu'il va mourir et cette révélation abolit comme illusoire la volonté de sauver son expérience singulière en l'universalisant dans les belles formes de l'art. Dénoncé ou démenti comme factice et illusoire, les formes se retrouvent alors exhibées comme pure convention ou ornement. C'est la thèse d'Adorno, cette séparation entre les formes et la subjectivité qui s'en retire violemment en se disant que ces formes ne la sauveront pas. C'est du coup une parade fossile, une espèce de revue funèbre du lexique du grand style déserté par le génie. C'est à proprement parler un moment apocalyptique, aux deux sens qu'a le mot d'apocalypse, de révélation et destruction, décaché parce que détruit. Et Adorno conclut son analyse dans le Spätstil. Le paysage fragmentaire est objectif, le paysage fragmentaire du style tardif est objectif, tandis que la lumière crue qui l'éclaire est la subjectivité elle-même comme force de destruction et de révélation. L'artiste ne travaille plus à leur harmonieuse synthèse, une forme de l'objectif et du subjectif, une force de dissociation écarte-t-elle leur unité dans le temps, peut-être comme tentative de les conserver pour l'éternité. Dans l'histoire de l'art, les œuvres tardives sont des catastrophes. La beauté de la thèse d'Adorno tient à la manière dont le style tardif se détache sur l'horizon de l'harmonieuse synthèse dont il est la catastrophe. L'art suprême n'est plus Erlösung, rédemption, résolution, mais Auflösung, décomposition ou dissolution. Ce conflit entre harmonieuse synthèse et style tardif revêt un caractère proprement paradoxal dans les mémoires d'outre-tombe. Pour le dire en un mot, et c'est ce qui rend très intéressant le texte des mémoires, tardif, ces deux mouvements contraires y apparaissent en même temps, entre 1830 et 1833. C'est au cours de ces 3 années, les 3 glorieuses de Chateaubriand, selon Marie-Jeanne Dury,
qui est relancé la rédaction des mémoires, dont les 3/4 seront écrits entre 1830 et 1840, c'est-à-dire dans la vieillesse de Chateaubriand qui meurt en 1848. C'est aussi pendant ces 3 années que Chateaubriand en révise profondément la première partie écrite avant 1826. Il y a une raison évidente à cette reprise de l'écriture. La Révolution de Juillet, en mettant un terme à la carrière politique de Chateaubriand, commencée en 1815 avec la Restauration, l'a renvoyé à ses chères études. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde à cette reprise de l'écriture des mémoires, c'est que jusqu'au milieu des années 20, des années 1820, l'écriture de Chateaubriand était prise dans une double entrave. D'un côté, son œuvre d'historien, son projet de grande histoire de France. De l'autre, l'œuvre de mémorialiste, le projet d'écrire ses mémoires. Or, ces deux versants sont soumis tous les deux à une espèce d'impossibilité. D'un côté, l'histoire scientifique est en train de naître et l'auteur du génie du christianisme n'a pas du tout le style ou la patience d'être un historien scientifique. Et de l'autre, le romantisme, le byronisme en littérature veut des confessions et l'auteur du génie du christianisme n'a aucune intention, par éducation, par conception de l'art, d'écrire des mémoires intimes. C'est l'atmosphère intellectuelle de la dernière décennie de la Restauration, c'est-à-dire des années 1820, qui a permis à Chateaubriand de résoudre cette double impossibilité d'une histoire scientifique et de mémoire intime. Dans ces années intellectuelles, je dois résumer très rapidement, parce que c'est un problème important pour le style tardif, dans ces années intellectuelles, Quinet traduit Herder, Michelet traduit Vico, et Ballanche met en place sa grande formule palingénésique de l'histoire. Chateaubriand synthétise toutes ses pensées sur l'histoire nouvelle dans ses études historiques, donc qui paraîtront au début des années 30, 1830. Pour Vico, l'histoire, Giambattista Vico donc, l'histoire se compose de cycles successifs opérant l'émancipation progressive du principe plébéien à travers l'histoire. Dans la période archaïque, toujours pour Vico, les différents moments de l'histoire sont personnifiés par un héros mythologique qui allégorise son temps. Ballanche reprend cette notion de personnage symbolique dans sa formule générale, ce qu'il appellera la formule générale de l'histoire. L'histoire se compose pour lui de cycles palingénésiques d'expiation et de rédemption, et chacun de ces cycles est personnifié par un héros historique. Il écrit « Tel est le véritable lieu de l'unité pour l'art. Un héros n'est alors qu'une personnification. Voilà ce qui livre de nouveau le domaine de l'histoire à la muse épique. » Cette citation pourrait être appliquée terme à terme aux mémoires régénérées d'après 1830. Redéfinie comme épopée de mon temps représentée dans ma personne, c'est Chateaubriand qui parle, épopée de mon temps représentée dans ma personne, la formule générale de ces nouveaux mémoires opère l'harmonieuse synthèse entre histoire du moi et histoire du monde. Mais c'est là qu'intervient le paradoxe particulier au cas de Chateaubriand et que je rentre dans mon sujet. Le même événement historique qui a permis à Chateaubriand, en mettant fin à ses charges publiques, d'avoir le temps de mettre en œuvre la révision des mémoires comme épopée palingénésique, le même événement a ébranlé sa foi dans le sens palingénésique de l'histoire. La Révolution de Juillet, cette révolution qui fait la parodie de l'ancienne, selon la belle formule de Quinet, contredit la spirale épique d'un cycle d'initiation. Elle singe la Révolution de 1789 et rompt donc le cours palingénésique. Du coup, et c'est très intéressant, de l'automne 1830 aux premières lectures des premiers passages de mémoire écrits à l'abbaye au Bois en 1834, Chateaubriand pratique de front deux écritures contradictoires. D'une main, il révise les livres des mémoires écrits avant 1826 pour changer l'histoire de sa vie en l'épopée de son temps. De l'autre main, il écrit à Birato le journal amer et désenchanté de ses pérégrinations à travers l'Europe aux trousses de la monarchie en exil, à Prague ou jouant des pantalonnades héroïco-comiques sur les chemins de Vénétie avec la duchesse de Berry, etc. Cette espèce de paradoxe, c'est l'expression très belle de M. Bercher, témoigne d'une étonnante faculté d'avoir été à la fois, dans les derniers mémoires de Chateaubriand, le rhapsode de son époque et le parodiste de cette époque, de cette même époque. C'est-à-dire, à la fois d'avoir essayé d'exprimer l'harmonieuse synthèse de la grande histoire balanchienne dans ses mémoires, et d'avoir dissous cette harmonie dans une discordance de timbres qui fait souvent penser à l'ecclésiaste s'essayant au vaudeville. Devant cette double puissance, on pense, je fais un peu de peinture, à Hubert Robert, bien sûr le premier conservateur du Louvre, et ces deux images, ces deux peintures de la galerie du Louvre, l'une éclairée par les voûtes qui sont le projet même de Hubert Robert, et l'autre éventrée comme ruine. Il y a ces deux mouvements, c'est qui est le moment de l'Apocalypse, d'ailleurs les voûtes qui révèlent les arts
humain, et le temps qui ruine ces arbres. Et donc il y a ce mouvement de révélation et destruction, et c'est le double mouvement du style qui sera dans le style tardif de Chateaubriand. Deux formules impressionnantes figure le conflit productif entre harmonieuse synthèse et dissolution de cette harmonie. Je commenterai très peu la première, donc l'épopée de Montand représentait à moi personne, je viens de le faire un tout petit peu. Et la seconde, qui se trouve bien sûr dans la vie de Rancé, qui est très célèbre, j'y reviendrai plus tard, je ne suis plus que le temps. Donc l'épopée de Montand et je ne suis plus que le temps, quelle est la différence entre ces deux choses, ou le lien, en quoi c'est une dialectique bloquée. Je m'attarderai peu donc, sur la formule des préfaces testamentaires qui a fait partie des éléments de langage que Chateaubriand a diffusés dans la presse après les lectures à l'abbaye au Bois en 1834. Et toute la presse se ressent de la même expression, épopée de Montand, épopée de Montand, épopée de Montand. Et ce qui fait donc de Chateaubriand, vous voyez, le Chateaubriand en mémoire, le héros palingénésique qui, comme Aîné ou Noé, passe d'un ancien monde détruit, l'ancien régime, à un nouveau monde à construire, le nouveau monde de la démocratie. Et donc, cette œuvre de restauration palingénésique va d'un ancien monde mort qui va se renouveler dans un nouveau monde, comme Aîné a reconstruit Troie sur les rivages de Rome et comme Noé a traversé le déluge. Mais la navigation palingénésique du nouvel Aîné des mémoires configure la seule lecture officielle. La métaphore obsessionnelle du Chateaubriand de ces années 1830 est la métaphore du naufrage. Il y a un poème du naufrage publié dans les 101. Il y a cette très belle phrase des études historiques qui seront dans la quatrième partie des mémoires. Il s'agit bien du naufrage de l'ancien monde quand nous nous trouvons engagés dans le naufrage du monde moderne. L'ancien monde, c'est la chute de Rome dans les études historiques, et le monde moderne, c'est le monde après 1830 pour Chateaubriand. Les nouveaux mémoires enveloppent ainsi la double postulation figurative d'une navigation palingénésique entre passé et avenir et du naufrage de cette espérance dialectique. Pour bien comprendre cette double capacité du texte des mémoires, je vais revenir très rapidement au tableau du Poussin et à la phrase donc commentée par M. Compagnon, cette idée du tremblement du temps. Pourquoi ce tableau, comme la dernière œuvre du Poussin, témoignant du tremblement du temps? Pourquoi ce tableau est-il si important pour Chateaubriand? Sans doute parce que Poussin y détourne ou défait la grande peinture biblique en une scène de paysage anonymé représentant un quelconque déluge. L'arche de Noé est à peine visible dans la brume au fond du tableau. Le style tardif du Poussin apparaît ainsi à Chateaubriand comme un éloignement du style héroïque de la grande peinture biblique. En ce sens, ce tremblement du temps, que l'on peut aussi bien appliquer à certaines pages des mémoires, invalide l'idée même d'une épopée de Montand, d'une traversée palingénésique du passé vers le futur. Le temps de la formule épique est un temps eschatologique, susceptible d'un grand récit. C'est le temps d'Aîné et de Noé, traversant des mondes. Le temps de l'autre formule abîme ce temps héroïque. Il est le temps désorienté, le vague du temps, pourrait-on dire, en parlant du vague des passions, le temps vide, le temps de trop à la fin de la vie, quand l'homme ne symbolise plus sa génération, quand l'homme est juste un vieil homme esseulé. Dans un article sur la littérature contemporaine, sur la littérature des années 30, Sainte-Beuve parle de cette littérature comme d'un vaste naufrage. Si on l'en compte ça et là des exceptions, elles vont comme s'éloignant, s'évanouissant dans un vaste naufrage rarinantes. Le thème de cette phrase elle-même, et le motif, le thème du déluge lié au thème du naufrage, et la forme, la citation latine en clausule, en fin de phrase, sans coordination, c'est de la pastiche du dernier Chateaubriand. C'est tout à fait le dernier Chateaubriand. Le très beau vers que cite Sainte-Beuve, et ce vers de Virgile, donc, Junon, c'est la tempête du premier livre de l'Énéide, donc Junon a dispersé la flotte d'Énée, et c'est le tableau sur la mer Méditerranée après la tempête, émergent de rares nageurs, rarinantes, au-dessus du gouffre immense, des armes de guerriers, des planches et des trésors de Troie dispersés sur les flots. On remarque, c'est important pour nous, que Virgile s'amuse dans ses vers d'une étrange autocitation. Arma virum, les armes des guerriers, cite le Arma virumque cano de l'incipit donc du texte. Je chante l'effet d'armes et le héros, Arma virumque, qui, chassé par le destin, aborda le premier du rivage troyen aux rives d'Italie.
Le montage de ces deux débuts de vers résume parfaitement le jeu que le style tardif chez Chateaubriand instaure entre rhapsodie épique et parodie catastrophique, entre traversée et naufrage. Les faits d'armes et le héros, naviguant entre deux rives, figurent à la fois la formule palingénésique de la traversée des temps et la personnification des armes dans le héros, de la geste dans le héros. Les armes des hommes dispersés, arma virum, le génitif partitif, pas virum, disséminées sur la surface de l'abîme, figurent tout au contraire le naufrage d'une telle entreprise. Profilés sur l'horizon de l'harmonieuse synthèse qui s'éloigne comme l'arche de Noé dans la toile du Poussin, leur logique de fragmentation illustre parfaitement la logique du style tardif des mémoires. Pour Chateaubriand, ce style tardif fut donc avant tout le fruit amer d'une crise du sens historique. Dans son compte-rendu des lectures de 1834 à l'abbaye aux Bois, Jules Janin exprime clairement les données de la crise. Je vais lire très rapidement, commenter très rapidement le texte. La crise historique. La révolution de 1830 a été une révolution sans héros et a périmé l'âge des grandes individualités. Comme Chateaubriand l'écrit d'ailleurs dans la dernière partie des Mémoires, le personnage de la Révolution de Juillet est Mahieu. Mahieu, le bouffon contrefait du texte d'Anaïs de Bazin, donc de l'époque sans nom, et le type même des années 1830-1833. Héros idéal, vous voyez, héros symbolisant l'époque. Ce qui caractérise l'époque sans nom de Bazin, cette époque anonyme qui a suivi la Révolution de 1830, et que l'homme, je cite, usé par un frottement continuel, n'y est plus qu'un type précieux en train de s'effacer comme la monnaie de la vieille monarchie. Cet effacement du visage de l'homme, déjà, sur la face de la monnaie, illustre un devenir historique dans lequel l'individu n'est plus défini par sa capacité à incarner le type humain, ou incarner une histoire des hommes, mais bien par la distance et l'éloignement qui le séparent de ce type. L'homme de l'époque sans nom, et c'est très important pour Chateaubriand, il dira d'ailleurs petitesse des hommes et des choses dans les années 1830. Donc, l'homme de l'époque sans nom est un homme sans mémoire, perpétuellement effacé, perpétuellement modifiable. C'est l'homme anonymé des physiologies, qui sont très, très nombreuses à l'époque, d'autant plus lui-même qu'il est plus altéré par les variations de l'actualité et les changements de milieu. Le style tardif de Chateaubriand est sans doute beaucoup moins le résultat de la vieillesse de l'homme Chateaubriand que de cette brusque décrépitude qui frappe, après 1830, la conception balanchienne du grand homme comme archétype et allégorie de son temps. Dans l'époque sans nom, les hommes et les choses sont saisis dans le pur présent d'une perpétuelle mise à jour, je dirais, un perpétuel update. Et dans ce mouvement de synchronisation organique des physionomies et des formes, ce n'est plus tel grand homme occupé d'un grand dessin qui peut allégoriser l'époque, c'est n'importe quoi. Tout élément purement synchronisé dans un style, dans une forme physiologique, dans une physionomie de l'époque, peut personnifier les temps. La forme d'un chapeau, la coupe d'une robe, le style d'un fauteuil, le motif d'une bouche d'égout. Il n'y a pas besoin d'un grand homme pour parler du style d'une époque. Edgar Quinet poserait bientôt, dans son très bel ouvrage « La création », une équivalence complète entre l'histoire des formes culturelles et l'histoire des formes naturelles. L'histoire de l'époque sans nom, après 1830, c'est l'histoire humaine abolie dans l'histoire naturelle. Cette Naturgeschichte, dépourvue de toute finalité et de toute signification, dans lequel Benjamin voyait la tête mort du temps. Dans son essence la plus profonde, le style tardif de Chateaubriand cristallise une réaction radicale contre cette réduction de l'histoire humaine au continuisme aveugle de l'histoire naturelle. Une histoire des hommes obéissant au transformisme zoologique de Lamarck, si vous voulez. Un des caractères les plus évidents du temps post-historique de l'époque sans nom est son caractère, je l'ai dit, donc organique. Une corrélation complète relie et assimile tous les faits et les choses d'une époque qui sont perpétuellement synchronisés par l'évolution quasi naturelle des hommes et des choses. Contre cette morphogénèse, abolissant à chaque instant le passé dans une forme nouvelle, le style tardif de Chateaubriand se caractérise avant tout par sa disparate. Et ça sera un des thèmes centraux de Sainte-Beuve sur le Rancé, par exemple, et encore de Barthes, la parataxe éperdue, l'anacolute, etc. Donc le bric-à-brac non organique, l'anacolute.
Contre le paradigme organiciste et le présent perpétuel des formes du présent, Chateaubriand met en place un autre paradigme, et c'est ce paradigme qui va nous intéresser, celui du temps géologique. Par essence non organique, ce temps de la géologie oppose à la synchronie et au continuum des formes du vivant la discontinuité et la diachronie des couches de sédiments et de fossiles de toutes les époques. Avant de lire la magnifique formule de Rancé, dont je ne suis plus que le temps, j'en lis une dernière, qui est cette tout aussi magnifique formule des Mémoires d'Outre-Tombe dans la 4e partie, le paradigme géologique pour parler du temps et de la vie. Nos ans et nos souvenirs sont étendus en couches régulières et parallèles à différentes profondeurs de notre vie, déposés par les flots du temps qui passent successivement sur nous. Dans l'image des flots du temps, la vie humaine est comparée à une coupe géologique composée d'une superposition de couches sédimentaires produites par une succession de déluges. Il faut insister sur ce qu'une telle métaphore emprunte à la théorie catastrophiste de la Terre développée à l'époque, un peu avant, par Buffon et par Cuvier. Selon cette théorie, je rappelle très rapidement, l'histoire de la Terre serait composée d'une série de cataclysmes dont chacun conclut un âge géologique et instaure donc une profonde continuité entre les formes vivantes présentes dans les différentes couches de fossiles. Il n'y a pas de continuisme entre les différentes formes, ce sont toujours des espèces disparues que l'on retrouve dans chacune des couches après chaque catastrophe, cataclysme, souvent déluge. Et on voit très bien sûr, que l'image que Chateaubriand se fait du temps de sa vie correspond à cette théorie catastrophiste d'une vie qui étend des couches de mort à chaque étage de sa vie, de vie interrompue, d'attachements avortés, etc., qui n'ont pas donné suite. C'est un système de déliaison, si vous voulez. Le style tardif de Chateaubriand est donc catastrophiste, non seulement au sens qu'Adorno donne à ce terme, mais encore au sens que lui donne la géologie de Cuvier et de Buffon. Il procède d'une disparate de formes fossiles, dont chacune est le monument d'une certaine couche du passé, violemment interrompue, qui n'a pas donné de suite. C'est l'anacolute de l'inorganique. Dans le fragment théologico-politique, Benjamin soutient que toute histoire dialectique, en tant que privilégiant la continuité vivante, privilégie les formes qui ont réussi, les formes qui ont survécu. Je lis, « Le continuum de l'histoire est celui des oppresseurs, dans la mesure où il ne s'intéresse qu'aux aspects de ce qui a été, qui sont devenus partie intégrante du présent. » Le style tardif Chateaubriand est plus que mélancolique et catastrophiste en tant qu'il calque ses traits sur les ruptures et les pertes d'une dialectique qui avorte à tout moment. Les souvenirs, personnels et érudits que Chateaubriand compare à des formes fossiles, ne peuvent devenir partie intégrante du présent vivant, de la vie du présent. Ils ne peuvent être intégrés dans le récit de la vie sans désintégrer ce récit en une collection disparate de temporalités incohérentes, inconséquentes. Donc, j'en viens à cette célèbre formule de la vie de Rancé, qui vient alors que Chateaubriand évoque une des multiples évocations de la même scène, donc évoque la profanation des tombeaux de Saint-Denis pendant la période révolutionnaire. Il s'adresse aux générations des rois déterrés par les révolutionnaires. Eh bien, peuple royal de fantômes, je me cite, je ne suis plus que le temps. Voudriez-vous revivre auprès d'une couronne? Le trône vous tente-t-il encore? Vous secouez vos têtes et vous vous recouchez lentement dans vos cercueils. C'est un texte du Génie du christianisme, donc. À 40 ans de distance, le vieil auteur de la vie de Rancé cite le jeune auteur du Génie du christianisme. Au lieu de fondre la citation dans son texte, il la dénonce par une incise, je me cite, commentée encore entre parenthèses par « je ne suis plus que le temps ». Expliciter le réemploi sert à marquer la distance de la source énonciative. La citation fonctionne comme un fossile arraché au sol d'un ancien texte et inséré dans un nouveau texte. À propos de la technique employée dans la composition des mémoires, des martyrs, la grande épopée Les Martyrs de Chateaubriand, de sa grande période, de son second style, le style de la maturité. Donc Chateaubriand, à propos de la technique de la citation dans Les Martyrs, disait à Marcellus que c'était un fleuve de citations déguisées et fondues. Dans la vie de Rancé, loin d'être déguisées et fondues, les sources se trouvent exhibées et réifiées. Au lieu de s'y intégrer ou d'en devenir partie intégrante, elles désintègrent le récit dans lequel elles s'inscrivent. Le dernier Chateaubriand,
J'ai fait passer quelques textes de Chateaubriand avant la séance pour que vous vous imprégniez un peu de ce qu'est le dernier Chateaubriand, et vous avez remarqué cette espèce de disparate de citations, de souvenirs qui viennent de partout, de débris, érudition vagabonde, souvenirs historiques, souvenirs personnels, érudition, etc., qui composent, vous voyez, de toute leur fripe le tissu du texte. Dans les Mémoires d'outre-tombe, le signe avant-coureur de ce dernier style, remarqué par tous les critiques, est la technique des prologues, ajoutés au texte des Mémoires après 1830. Ces prologues interrompent le temps de l'énoncé, la jeunesse du mémorialiste, en mettant de remarques sur le moment de l'énonciation, donc la vieillesse du mémorialiste. Chateaubriand a écrit dans la préface testamentaire que la technique des prologues a pour objet de, dit-il, créer une unité indéfinissable, on est en 32 là, de sorte que l'on ne puisse plus dire si les mémoires sont l'œuvre d'une tête brune ou chenue. L'idée de cette double beauté de la vieillesse et de la jeunesse, l'expression de Chateaubriand dans la 4e partie des Mémoires, donc l'idée de la double beauté de la vieillesse et de la jeunesse est une idée qui remonte au génie du christianisme, c'est-à-dire en 1802, et plus précisément à un débat dans le génie du christianisme entre religion et géologie. Pourquoi jeunesse et vieillesse de la terre? Au XVIIIe siècle, la géologie naissante exhume des sols les preuves de plusieurs déluges et met à mal la chronologie de Moïse qui donnait à dater la terre de 8000 ans à peu près. Donc la terre prend un sale coup de vieux et les défenseurs du récit biblique produisent alors une objection aussi belle que saugrenue, et c'est cette objection que Chateaubriand développe dans le chapitre « Jeunesse et vieillesse de la terre » dans le génie du christianisme. L'idée est que, comme Adam a été créé avec un nombril alors qu'il n'est jamais né, la terre a été créée avec tous les fossiles qu'on lui voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les seuls vrais fossiles sont les fossiles du dernier déluge, qui est le déluge de Noé. Tous les autres sont des fossiles faux, des illusions, des fossiles prochroniques que Dieu, en bon paysagiste des ruines, a ajouté au spectacle de la nature pour qu'elle soit aussi morale dans son innocence que dans sa vieillesse, disons. Ce qui est intéressant, c'est que ces fossiles, du coup, effacent le moment, la date de la création du monde, donc de l'énonciation divine, parce que la création, c'est une énonciation. Le mémorialiste, dans les mémoires, on va le voir, dans le style tardif, travaille exactement au même travail de brouillage de moments énonciatifs. Il ouvre le présent du texte à diverses strates de temporalité qui finissent par laminer tout sentiment de présence. Ma mémoire repose sans fin, mes voyages à mes voyages, montagne à montagne, fleuve à fleuve, et ma vie détruit ma vie. À mesure que Chateaubriand vieillit et révise le texte des Mémoires, l'unité indéfinissable qui caractérisait l'épopée de l'époque contemporaine se décompose et se défait en un éboulis d'allusions et de souvenirs fossiles remontés de toutes les époques. La grande épopée du présent fait naufrage dans quelque chose qui ressemble au journal du temps lui-même, espèce de juif errant qui marche sans se poser depuis le début du monde. C'est la syntaxe de l'harmonieuse synthèse épique que réduit en état de ruine la parataxe éperdue du style tardif de Chateaubriand, cette espèce de discontinuité des souvenirs et d'érudition. Voilà sans doute le sens ultime de la proposition « Je ne suis plus que le temps ». Si le temps est un créateur, c'est un créateur de ruines. Le dernier Chateaubriand, celui de l'hiver du style, produit des ruines du temps. Il compose en décomposant, il dépèse des textes anciens, des biographies, des correspondances, des vieilles chroniques, tout rancé est fait de ce tissu d'anciens textes, et il produit ses propres textes à partir de la composition de ces différents fragments. Dans un extrait du manuscrit du génie cité dans une lettre à Fontaine, qui n'est pas resté dans le génie, toujours à propos des tombes royales de Saint-Denis, Chateaubriand invite son lecteur à écouter le sourd travail du ver du sépulcre qui se repaît sur les feuilles des générations tombées et qui file dans tous ces cercueils les indestructibles réseaux de la mort. Le vieil auteur des dernières œuvres ressemble beaucoup à ce ver du sépulcre qui réduit en vermoulure tous les livres du passé, ses propres livres y compris, pour en construire les indestructibles réseaux de ces derniers textes. D'où l'importance, bien sûr, de l'érudition dans le dernier Chateaubriand, cette érudition qui est une plaie pour Marcellus et pour Sainte-Beuve, d'ailleurs, dans le dernier Chateaubriand, ces espèces de parallèles érudits, etc. Érudition vient d'un mot, donc rudis, qui a aussi donné ruine, rudus ruderis. Donc, érudere, c'est dégrossir, les ruines, c'est des gros blocs, etc. Et donc, il y a, chez Chateaubriand, il a cette très belle image d'un Rancé à propos de Bossuet, il parle de beauté irréparable, c'est la citation de mon titre. Et en effet, il y a chez Chateaubriand cette façon, dans le dernier style, de faire des beautés irréparables, c'est-à-dire de détruire des textes pour donner des espèces de paysages de ruines comme une vision de la littérature
Il ne peut plus être ni restauré ni relevé dialectiquement, d'une façon que la littérature ne se relève plus d'elle-même après lui, que la littérature classique ne se relève plus d'elle-même. Pourquoi, bien sûr, et ce terme de restauration est très important, pour Chateaubriand, il s'agit, alors que pendant toute sa vie et pendant le début des Mémoires, voyez, il dit rêver d'être le lien entre la littérature classique, la littérature ancienne et la littérature moderne, c'est-à-dire d'être à la fois le dernier écrivain de la littérature classique et le premier écrivain de la littérature moderne, donc de faire le lien palingénésique du renouvellement vivant de ces formes. À la fin de sa vie, après 1830, il renonce complètement à cette œuvre de continuité. Il efface complètement la relève romantique possible, il ne parlera d'aucun romantique, et il essaie de transformer la littérature classique en un champ de ruines dans les mémoires pour que justement elle ne puisse plus se transformer dans les formes nouvelles du romantisme. Il étend entre le passé et le futur une espèce de champ de ruines qui est toute l'histoire de France, toute la littérature française, etc., abondamment citée et détruite dans les mémoires. Donc il accélère, si vous voulez, le devenir fossile de la littérature classique plutôt que de jouer sur la continuité. Donc il joue sur la parataxe et la discontinuité. Je vais finir très rapidement sur ce problème de la restauration impossible, parce que bien sûr la restauration, ça a été toute l'œuvre historique de Chateaubriand. Il a commencé par la restauration des hôtels dans le génie du christianisme, il a fini par la restauration des Bourbons dans sa carrière politique, et à la fin de sa vie, tout d'un coup, il ne s'agit plus du tout de restaurer, il s'agit de rendre irréparable. C'est ce qui m'intéresse, parce qu'à l'époque, est en train de naître justement la restauration des bâtiments publics, des édifices publics, en particulier Mérimée, Viollet-le-Duc, etc. Et il y a deux théories qui s'affrontent dans cette histoire de la restauration naissante. La théorie organique des édifices et la théorie diachronique. Dans la théorie organique, chaque époque a son style, d'accord, qui est très inspiré de Cuvier d'ailleurs. Et Viollet-le-Duc cite Cuvier qui, vous savez, dans ses recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, prenait un membre, l'alvéole d'une dent, dira Hugo, d'un monstre disparu et peut recomposer le monstre à cause de la corrélation organique de tous les éléments dans un organisme. Et on peut faire la même chose des bâtiments pour Viollet-le-Duc. On peut recomposer un bâtiment dans un état complet qui peut-être d'ailleurs n'a jamais existé à cause de cette corrélation organique de toutes les formes d'une époque, du style Moyen-Âge, etc. C'est ce que Panofsky fera, par exemple, entre le gothique et le scolastique, si vous voulez. Ça, c'est l'idée organique dont on restaure le bâtiment dans son origine, dans son style d'origine, parce que chaque époque a un style organique qui lui correspond, comme chaque époque de la nature a un style. La seconde, c'est au contraire, on considère le bâtiment dans sa diachronie, et auquel cas, bien sûr, tous les ajouts et dévastations ajoutées doivent être restaurés. Et donc, on ne doit plus chercher l'unité de style dans la restauration finale. Au contraire, on doit prendre en compte chaque partie, et chaque partie ajoutée, à quelque époque que ce soit, doit en principe être restaurée, consolidée et restaurée dans le style qui lui est propre. Et pour Viollet-le-Duc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de fondre, de déguiser ces ruptures stylistiques. Au contraire, c'est la troisième citation, devons-nous relier ces deux constructions d'époques différentes et que nous restaurons en même temps? Non, nous conserverons soigneusement l'appareil distinct des deux parties, les déliaisons, afin que l'on puisse toujours reconnaître les deux époques, etc. Je suis parti de la déliaison avec Hortense Allard, et je reviens à ce terme de déliaison dont j'ai bouclé la boucle pour montrer que, justement, chez Chateaubriand, il y a eu à un moment, si vous prenez les martyrs, par exemple l'épopée des martyrs, c'est une épopée organique, c'est une restauration du premier ordre qui essaie d'être plus homérique qu'Homère, c'est l'Homère quintessentiel tel que Homère n'a jamais existé de façon aussi intégrale, si vous voulez. Sainte-Beuve dira c'est du chic homérique, c'est de la parodie sérieuse d'Homère, etc. Donc ça, c'est une épopée sérieuse, pleinement organique, etc. L'épopée des mémoires, l'épopée de Menton dans les mémoires, ça va être tout au contraire une épopée qui va jouer sur la discontinuité de la diachronie et de temps avec une série de catastrophes. Ce qui est intéressant, c'est que Sainte-Beuve dit qu'il y a trois types d'épopées. L'épopée vulgaire, donc populaire, donc Homère, l'épopée savante, Virgile, et la troisième forme d'épopée, dont seuls existent les martyrs, qui est l'épopée, dit-il, systématique. Systématique, pourquoi? Parce qu'elle est l'expression d'une théorie. Elle est faite expressément à l'appui d'une théorie, dit-il. Donc les martyrs est faite à l'appui du triomphe de la passation des beautés de la Grèce dans le christianisme. On pourrait dire exactement la même chose des mémoires, que c'est une épopée systématique dans la pensée de 1830, puisqu'elle est censée illustrer la formule générale de la passation du passé palingénétique du passé dans le futur, représentée par un homme. Donc c'est une épopée systématique. Or, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'opposer cette épopée systématique
dans la déconstruction du dernier style, dans la décomposition du dernier style, à une épopée que j'appellerais donc diastématique, jouant sur l'écart, l'intervalle, la discrétion au sens de la discontinuité. Et auquel cas, bien sûr, diastématique, c'est un mot qui est important parce que c'est un mot qui a du vocabulaire musical, qui est la phrase musicale discrète, discontinue, et c'est bien sûr, pour Adorno, le style du dernier Beethoven, les dernières sonates pour piano de Beethoven, cette espèce de long silence, d'intervalle de silence avec des éboulis de notes de temps en temps, etc. Et ça ressemble beaucoup au style diastématique, si vous voulez, du style tardif de Chateaubriand, dont j'ai 5 minutes pour lire un petit extrait avec vous. L'extrait qui est le contexte en fait, du texte que l'on citait. Ce qui est important, vous voyez, dans le système, c'est que ça lie un homme et sa génération. Ça, c'est le grand système chateaubriand de l'épopée des mémoires. Le diastème, c'est le contraire. C'est l'homme dans sa solitude. L'homme qui n'est pas l'illustration d'une idée, mais d'un eidos, mais l'homme qui est son idios, son propre. Qu'est-ce qu'il a en propre? Qu'est-ce qui reste en propre? Or, ce qui reste en propre chez Chateaubriand, c'est sa mémoire, cette mémoire discontinue que chacun a, qui n'a pas de sens, qui est asymbolique. Une chose nous fait penser à une autre, qui nous fait penser à une autre, et c'est ça la fin. Le sujet laissé avec sa seule mémoire, le temps pur de sa vie, qui est singulière, absolument singulière, avec qui ne peut rien symboliser. Une chose vous fait penser à une autre, qui vous fait penser à une autre, il n'y a que vous qui pouvez faire ce genre de lien. Ce sont des liens pour vous et ce sont des déliaisons pour tout le monde, ce sont des anacolutes pour tout le monde. Et là, cette page, c'est fabuleux, enfin, c'est une magnifique page, donc c'est le second retour du voyage à Prague. Je fus frappé en entrant à Metz d'une chose, vous l'avez lu tout à l'heure, j'espère, parce que je vais la charcuter. Je fus frappé en entrant à Metz d'une chose que je n'avais pas remarquée en 1821. Les fortifications à la moderne enveloppent les fortifications à la gothique. Guise et Vauban sont deux noms bien associés. Nos anses et nos souvenirs sont étendus en couches régulières et parallèles à différentes profondeurs de notre vie, déposés par les flots du temps qui passent successivement sur nous. Je m'arrête sur ces deux citations, sur ces deux moments. Le premier moment, vous avez remarqué, ce sont deux systèmes de fortification dont l'une est la croissance naturelle, quasiment organique de l'autre, comme un arbre, vous voyez, qui croît avec des anneaux. Et en effet, les noms de Guise, le siège de Metz, donc contre Charles Quint, le siège de Metz et Guise, c'est le passage de la princesse de Clèves ou dans la chaude nuit de Coulommiers, vous voyez, en Seine-et-Marne, elle regarde le tableau et c'est le siège de Metz. Donc vous avez ces grandes valeurs militaires françaises qui sont continues. Il y a un continuum historique de Guise à Vauban, cette espèce de croissance continue de la ville par anneaux, qui contredit bien sûr l'image d'après, qui n'est plus cette espèce de spirale croissante de la palingénésie, mais qui est au contraire le temps discontinu des fossiles. Et tout le texte, bien sûr, ça va être une discontinuité de ces fossiles, puisque lui-même est passé à Metz 3 fois. Le texte empile ou compose ces 3 temporalités. C'est de Metz que je sortis en 1792 la colonne engagée sous Thionville avec notre petit corps d'immigrés. J'arrive de mon pèlerinage à la retraite du prince banni que je servais dans mon premier exil. Je lui donnais alors un peu de mon sang, je viens de pleurer auprès de lui. À mon âge, on n'a guère plus que des larmes. Le sang, c'est la vie, la valeur militaire française surtout, mais c'est la vie, c'est cette espèce de truc organique, alors que les larmes, c'est le deuil. Là, il y a une sénescence, une perte, quelque chose qui n'est plus une espèce de reconstitution. C'est une dégénérescence historique, si vous voulez. Et donc, on va du côté du deuil, de la mélancolie, du style tardif. En 1821, troisième date, et troisième passage à Metz, Monsieur de Tocqueville, beau-frère de mon frère, était préfet de la Moselle. Les arbres, gros comme des échalas, que Monsieur Tocqueville plantait en 1820 à la porte de Metz, donnent maintenant de l'ombre. Voilà une échelle à mesurer nos jours, mais l'homme n'est pas comme le vin, il ne s'améliore pas en comptant les feuilles. Vous voyez, ça, c'est ce genre de texte qui insupportait Sainte-Beuve. Parce que ce que Chateaubriand lui-même, c'est très drôle, appelait du style Tsetses, c'est un scoliaste byzantin qui parlait de l'histoire, parlait des mythes, parlait de lui, donc c'était le style Tsetses, c'est ce style discontinu des stromates, etc. Et le texte, vous voyez, joue de cette espèce de discontinuité qui est une espèce d'arbitraire royal, comme disait Marie-Jeanne Dury, qui crée justement des espèces de... Alors bien sûr, il y a une liaison, il y a la liaison du passage du temps. Les fortifications qui croissent, les fossiles, les feuilles du vin, les arbres gros comme des échalas qui va amener l'image de la vigne, les échalas qui va amener l'image plus tard. L'homme n'est pas comme le vin, il ne s'améliore pas en comptant par feuilles. Les anciens faisaient infuser des roses dans le falerne, autre moment d'érudition. Lorsqu'on débouchait une amphore d'un consulat séculaire, elle embaumait le festin. La plus pure intelligence se mêlerait à des vieux ans, que personne ne serait tenté de s'enivrer avec elle. Et ça aussi, c'est très style tardif, c'est ce côté, cette discontinuité des épiphrases. De temps en temps, tout d'un coup, une sentence. Et la sentence, c'est ce qui correspond chez Benjamin à la convention, à l'ornement
qui commence à proliférer dans le style tardif, voyez, entre la subjectivité s'éloignant du texte et laissant des choses très conventionnelles, donc des choses très classiques, il y en a partout dans le texte. À mon âge, on n'a guère plus que des larmes, nos ans et nos souvenirs sont étendus, vous voyez, des formes sententielles. Voilà, je voulais juste finir très rapidement sur un feuilleté, qui était le feuilleté paratactique et discontinu, diastématique du style tardif, qui, encore une fois, c'est important, est image de ce qui est propre à Chateaubriand. C'est cette espèce de protestation à la fin de ne pas être un personnage symbolique, et de ne pas symboliser son histoire, ça n'existe plus. Il est asymbolique, c'est sa vie, c'est son temps, c'est ce temps vide de sa vie à lui qui n'a peut-être pas de signification. Voilà, à la course, pardon. Merci beaucoup pour cette première belle présentation de ce séminaire, et je crois que le cas de Chateaubriand est tout à fait intéressant pour commencer. Bon, les questions que je voudrais poser, bon, c'est d'abord celle-ci. Je venais là, oui. Pour que... Enfin, c'est l'une des... Faut-il, pour qu'une œuvre dernière prenne cette valeur, qu'elle coïncide avec un moment particulier? Peut-il, dans toute cette, disons, valorisation de l'œuvre dernière, ou même du style tardif, quelle est la corrélation avec le moment? C'est un peu ça que... Bon, parce que là, c'est quand même 1830 qui déclenche cette affaire. Oui, ça correspond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, que les styles tardifs ont l'impression d'annoncer un temps futur, ce qui est un peu l'autre question le dernier Beethoven annonçant une musique beaucoup plus contemporaine, etc. Alors je vais juste, de façon très étroite, parler de Chateaubriand. Le problème de Chateaubriand, c'est son écriture a été tellement obsédée par l'inscription dans un temps. Il a toujours été en fait à contre-temps, Chateaubriand. Heureusement, il y a eu les mémoires, mais ça a toujours été une tentative de restaurer un temps qui était le temps de la littérature classique. Et il se trouve que, bizarrement, pour lui, je pense vraiment, oui, la grandeur des mémoires est vraiment une grandeur de circonstance. Cette espèce de problème que lui a posé les mémoires entre cette volonté d'en faire une épopée et cette perte de foi complète dans la possibilité épique de l'histoire, au même moment, je crois que ça a été vraiment très, très génésiaque, ou très important pour lui, pour ce dernier texte des mémoires. Après, c'est intéressant tout de même, je trouve que la coïncidence est intéressante entre une époque qui se vit comme une époque de vieillissement, 1830, vraiment, de dégénérescence, le mot apparaît partout, dégénération, et un homme qui est en train de vieillir au-delà du temps nécessaire, si vous voulez. En tout cas, pour lui, je pense qu'il y a vraiment une coïncidence entre une conscience historique, ce qui est un peu, par exemple, la nôtre, entre parenthèses. Dans notre vieillir en ce moment, c'est vraiment vieillir avec une certaine conception du monde qui est en train de passer, et vieillir dans un temps où on est en train de penser l'apocalypse, en même temps qu'on est en train de vivre une apocalypse personnelle quand on vieillit. Je ne sais pas si... Alors, l'autre question que je voudrais évoquer, oui, bon, vous avez, je crois, très justement insisté sur cette opposition entre une vision organique de l'œuvre, puisque c'est dans beaucoup des analyses du style tardif, quelle qu'elle soit, c'est ça qui est fondamental, c'est la mise en cause de l'unité et de la continuité qui est recherchée dans l'œuvre comme principe d'harmonie. Et alors, vous avez proposé de lui substituer un modèle géologique. D'autres proposeraient d'autres modèles. Pour Chateaubriand. Comment ? Moi, c'était pour Chateaubriand. Oui. Pour Chateaubriand, oui. Pour Chateaubriand, c'est cette image des couches. Mais avec la géologie, il n'y a pas de géologie sans remonter des couches. C'est une géologie où ça remonte. Oui. Hein, c'est pas que les couches soient
soit immobile. C'est une géologie avec des tremblements. Elle n'intéresse que si ça remonte. Donc c'est ça qui me trouble dans cette image de géologie. Ce n'est pas une géologie stable. C'est une géologie où il y a des remontées. Mais c'est justement volcaniques ou autres, telluriques. Cataclysmiques. C'est justement parce que ça remonte que c'est de la géologie. C'est justement parce que ça remonte que ce n'est pas organique. Parce que pour un homme de 1830, le passé est totalement transformé dans les formes du présent. Rien ne peut plus remonter du passé puisque la vie se perpétue par la génération des nouvelles générations et les autres générations disparaissent. C'est le grand problème de l'épistémologie romantique, de l'organicisme romantisme, c'est de penser l'histoire comme la nature, c'est oublier que les œuvres des hommes perdurent. Elles ne se reproduisent pas, elles perdurent. On vit dans des églises anciennes, dans des bâtiments anciens, on pense et on aime de façon ancienne, comme au moment de Platon, comme au moment de Cavalcanti, comme au moment des réseaux de rencontres. Donc il n'y a pas du tout une synchronie des formes culturelles, au contraire. Et justement, le côté géologique, c'est de prendre en compte la profondeur de ces gisements qui sont encore vivants. Et là, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Ce n'est pas vraiment du gisement mort. C'est que, en effet, la culture est un feuilleté de diachronie qui n'a en fait aucune espèce d'unité organique. Et c'est pour ça que c'est de la géologie dans le sens... Mais en effet, vous avez raison, de la géologie vivante. C'est vrai que l'image est bancale. L'image ne me convient que si elle tient compte de ces remontées, de ces remontées des couches anciennes dans le présent. Et alors, je pense que c'est aussi une des données essentielles de ces œuvres dernières, qu'il y a cette non-simultanéité. C'est les notions qui venaient justement d'un certain nombre de penseurs allemands de non-simultanéité du présent. C'est que ce que vous disiez il y a un moment, c'est que dans le présent, tous les moments coïncident. Tous les moments coïncident et c'est au fond cette expérience-là qui se trouve dans un certain nombre d'œuvres caractérisées comme des œuvres tardives. Oui, c'est pour ça, chez Chateaubriand, ce qui est intéressant, c'est que la simultanéité est acquise au moment de la maturité, ce que Sainte-Beuve a appelé les œuvres de la magie d'harmonie des œuvres médianes, si vous voulez. Alors que voir revenir Rancé, c'est très intéressant pour la simultanéité. Rancé n'est pas du tout le personnage allégorique de son temps. Le personnage allégorique de son temps, c'est Louis XIV, c'est le siècle de Louis XIV. Rancé, c'est justement non pas le siècle, mais le dégoût du siècle, le refus de l'inscription dans une histoire. C'est l'immortalité, l'éternité par rapport à l'histoire, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est Chateaubriand de voir qu'on part de René, qui est une réaction au monde moderne, un refus de s'inscrire dans le présent de la société, donc une espèce de personnalité totalement intempestive, qui sera récupérée, recyclée par le génie du christianisme, etc., mais qui, au départ, dans les Natchez en particulier, est une réaction au monde moderne, donc disait Barbéris. Et puis on a eu la figure d'Aîné, qui a été un moment de pacification avec l'histoire, de devenir le personnage de son époque, de simultanéité entre le moi et le monde. Et puis on finit sur Rancé, qui est l'effacement de cette espèce de symbolisation du siècle, et au contraire le refus du siècle, c'est-à-dire le temps pur. Je ne suis plus que le temps, je suis le contraire de mon temps. Et donc en effet, je pense qu'il y a cette impossibilité d'être simultané avec son époque, dans ce cas-là, dans le style tardif. Oui. Dans la vie de Rancé, à tout moment, comme vous l'avez souligné, Rancé est abandonné pour dériver vers autre chose. Et comme Chateaubriand le note dans l'avertissement, au fond, Rancé l'intéresse pas énormément. Oui, il ne l'intéresse pas énormément. Je pense qu'il ne l'aime pas du tout. Mais il l'intéresse beaucoup pour deux raisons à l'époque. Parce que pour lui, c'est l'image même de la vieillesse. Oui. Il n'a jamais été de printemps, il n'a jamais été jeune. Il manque le printemps dans la vie de Rancé. Et c'est le refus du siècle. Et ça, quand même, dans ces années-là, quand il écrit à Vinet « Je ne crois plus en rien, en amour, en politique, je ne crois plus en rien, c'est quand même, Rancé ne croyait en quelque chose, mais c'est cette espèce de mépris du présent, justement, qui quand même... c'est un tout petit peu aussi un brûlot contre le présent de la littérature, Rancé. Enfin,
c'est une œuvre intempestive et violemment intempestive. Et il est en train d'inventer quelque chose, je ne sais même pas jusqu'à quel point il a conscience d'inventer d'ailleurs un style étrange. Mais... Sur un autre point, alors vous avez cité je me cite, je ne suis que le temps, pour se citer lui-même, mais en même temps, beaucoup de citations sont intégrées. Donc, en même temps, il y a le processus habituel de Chateaubriand se perpétue dans l'appropriation, dans la réécriture. Oui, mais justement, ce qui est étonnant dans la réécriture, c'est le parallèle qu'il y a entre ce qu'il fait lui-même, entre les martyrs, donc son grand style, et le style 7-16 de la fin, c'est que dans les martyrs, toutes les citations sont déguisées et fondues. C'est-à-dire qu'au fond, elles sont, elles sont mises à jour. Enfin, c'est comme un Homère d'aujourd'hui. Il n'y a plus, il efface cette distance des citations. Alors que dans les textes tardifs, il est toujours en train de, quand il cite entre parenthèses, en italique, il cite par fragments. Il ne fond pas dans un texte nouveau qui efface les sources. Dans les martyrs. Dans la vie de Rancé, comment dire, il exploite la biographie de Michaud, comme je l'ai cité. Beaucoup de ce qu'il dit de Poussin et de beaucoup d'autres vient de là. Oui. Rancé à 90%, c'est des citations, même plus, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les casse, il les rassemble. Enfin, il y a toute une étude très très belle qui a été faite sur l'édition Drose d'ailleurs, et que Marie-Jeanne Dury avait commencé, sur les sources de Rancé, comment il a compacté des sources. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le résultat final, on voit la parataxe. On voit que, mais même quand il cite les lettres de Rancé, il les réécrit complètement, c'est très étonnant. Il en fait des espèces de un style télégraphique assez étrange, avec des images et ses propres textes. Le texte qu'il cite, je me cite, je ne suis plus que le temps du génie, ce n'est pas du tout le texte du génie du christianisme. Il est compacté, c'est une espèce de fragment durci, fossilisé vraiment. Et donc, alors c'est vrai, la différence n'est pas absolue entre les citations dans le Chateaubriand de la maturité et les citations du style tardif, mais quand même, il y a en fait pour moi, enfin pas pour moi et pour beaucoup de chercheurs, dans le dernier Chateaubriand, il y a quelque chose qui est un retour au style composite de l'Essai sur les révolutions, où là vraiment les citations sont vraiment exhibées, il y a une cuistrerie même. Et chez Chateaubriand de la fin, il y a un peu, ça ressemble un peu à la cuistrerie parfois. Mais le but est vraiment cette espèce de non-cohérence, de non-sequitur entre les parties du texte, je pense, enfin, de parataxe, de saute de registre aussi, beaucoup de discontinuité. Quand vous dites... Oui, pardon. Ce qui irait dans le sens d'un certain nombre d'analyses des œuvres dernières où reviennent des morceaux de convention. Oui. Où la convention qui avait été totalement assimilée dans une période de maturité revient comme dans des œuvres de jeunesse. Exact. Mais ce dont parle M. Compagnon, c'est dans le Spätstil de Adorno. C'est un texte magnifique, enfin, ce sont des fragments dans Moments musicaux, Spätstil, etc. Où en effet, on a l'impression que pour lui, enfin pour Adorno, dans les œuvres tardives, il n'y a plus d'unité entre les formes et le sujet créateur. Il y a cette espèce de désunion qui fait qu'en effet, comme dans le dernier Beethoven, vous avez des espèces de tris qui font totalement Haydn. Enfin, et on trouve la même chose en effet chez Chateaubriand, cette espèce de raidissement du style, ce dont je parlais dans les sentences, dans les citations, les bouts de La Fontaine, cités de façon un tout petit peu gauche ou maladroite souvent. Et c'est vrai, cette espèce de retour d'erreur, en effet, oui, d'erreur de jeunesse peut-être. Oui. Oui. Qui serait la boucle. De toute façon, on a beaucoup parlé à propos de Chateaubriand d'un retour, c'est pour ça que je parlais un peu du retour de la libido chez Freud, parce qu'on a parlé du retour de cette espèce d'écriture non liée du début dans l'écriture de la fin, mais qui devient magistrale à la fin, vraiment. Enfin, oui. Et c'est là où les analyses parlent osent parler de sublime, dans le retour de conventions de jeunesse, mais au bord de la catastrophe. Mais donc, par exemple, est-ce que pour Rancé, vous diriez style sublime? Comment? Pour Rancé,
par exemple, vous parleriez de sublime de sublime sénile. Comme, sénile, c'est vraiment dur. Il y a une dimension, oui, l'expression même d'admirable, si on pense à ce qu'est l'admiration. L'admiration est un des noms du sublime. Dans le, mais ça c'est pour Poussin, mais comment pour Poussin, mais pour est-ce que oui, c'est pour Poussin, mais mais dans ces pages, est-ce que dans ses remarques sur Poussin, Chateaubriand ne décrit pas un certain protocole de lecture d'une œuvre tardive? Oui, je pense. Alors, je ne crois pas qu'il parle de La Vie de Rancé. Je pense qu'il parle des mémoires. Qui sont pour lui, parce que La Vie de Rancé, c'est la dernière œuvre publiée du vivant de Chateaubriand, donc en 1944. Mais pour lui, sa dernière œuvre, c'est bien sûr Les Mémoires, qui sera publiée après sa mort. Donc, je pense que oui. Je pense qu'il annonce sa mort par des chefs-d'œuvre. Ça veut dire vous allez voir ce que vous allez voir quand les mémoires vont paraître. Je ne pense pas qu'il parle de La Vie de Rancé. Non. Je pense que lui-même n'avait pas grande estime de ça. Non. Bon, on va peut-être s'en tenir à cela pour aujourd'hui. Alors, je vous dis qui est notre invité de la semaine prochaine, 21 janvier, Nathalie Piéguet, et nous allons parler d'Aragon. Donc, Aragon, dont on connaît bien le livre sur les incipites, mais ça sera cette fois-ci les fins dont il sera question. Merci encore.